On a tous entendu parler du S&P 500 comme étant l'investissement parfait. Ces 10 dernières années, il a même eu 13% de rendement annuel par an. Et derrière, il suffit juste de placer son argent et puis d'attendre et ça fructifie tout seul magiquement. Et si je te disais que cette époque est peut-être révolue? Selon une étude de Goldman Sachs, le S&P 500 pourrait ne faire que 3% par an les prochaines années, et même les scénarios les plus optimistes parlent de seulement 7% par an, ce qui est bien loin de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer d'attendre en espérant que ça continue de surperformer et puis ça finira par monter jusqu'au ciel? Ou est-ce qu'il faut regarder ailleurs s'il n'y a pas d'autres opportunités qui sont potentiellement beaucoup plus intéressantes? Bah ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le S&P 500 n'est peut-être plus la machine à cash qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Deuxièmement, pourquoi il est de plus en plus risqué. Et troisièmement, où est-ce qu'il y a des vraies opportunités d'investissement aujourd'hui? Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des exemples concrets des actions dans lesquelles j'ai moi-même investi. Allez, on est parti. Déjà, pourquoi est-ce que le S&P 500 n'est plus autant la fête que ce qu'on a pu connaître par le passé, ou en tout cas ces 10 dernières années? Faut se dire que le problème du S&P 500 aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment hypé. Il est connu dans le monde entier par les professionnels, mais aussi beaucoup par les particuliers. Il y a quand même eu une forte émergence des ETF ces dernières années qui a contribué à cette hype et qui a contribué à faire du S&P 500 vraiment une star mondiale. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça en fait. C'est ok le fait que ce soit une star mondiale, mais le problème, c'est quand on regarde les chiffres, parce que là, les chiffres font vraiment peur. La première des choses, au niveau des chiffres, c'est que les valorisations historiques battent des records. Quand on regarde la valorisation du S&P 500 et quand on reprend l'historique, d'accord, depuis plus de 150 ans, on a un S&P 500 qui n'a jamais été autant surévalué, hormis pendant la bulle Internet, qui est en gros une énorme bulle technologique. D'accord, donc on est vraiment à un des points les plus hauts de l'histoire en termes de valorisation. Et donc concrètement, ce que ça veut dire et comment ça se traduit, c'est que le S&P 500 aujourd'hui est trop cher par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Quand tu regardes le PER moyen du S&P 500, il est à peu près aux alentours des 38, alors que le PER médian, d'accord, est plutôt aux alentours des 17,5. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on paye le S&P 500 2 fois plus cher que le PER médian. Et là encore, on pourrait se dire, oui, mais ça fait que monter, ça va continuer de monter, etc. Sauf que le truc, c'est que tout est cyclique. Déjà, tu le vois, je pense, sur ce graphique, où tu vois que quand ça monte, derrière, ça redescend. Mais d'une manière générale, en bourse, et c'est une des grandes règles des marchés financiers, c'est que c'est toujours cyclique. Et donc, quand la valorisation dépasse toujours trop la valeur réelle, elle finit par repartir à la baisse. Et donc là, ce qui risque de se passer avec le S&P 500, c'est que potentiellement, on pourrait revenir à des valeurs normales. Et en fait, pour que ce soit beaucoup plus clair, imagine la même chose avec l'immobilier. En immobilier, partons du principe que tu es à Paris, d'accord, et que l'immobilier moyen à Paris est d'environ 10 000 € le mètre carré. Et quand c'est de 10 000 € de mètre carré, parfois ça va être à 9 500, d'autres fois à 10 000, d'autres fois à 10 500, mais globalement, on va tourner un petit peu autour de cette courbe-là. Et le truc, c'est que potentiellement, pendant un an ou deux, il pourrait y avoir une énorme hype sur l'immobilier à Paris, imaginons, qui fasse monter à 20 000 € le mètre carré. Et le problème, c'est que toi, si tu achètes ici, si tu achètes à 20 000 € le mètre carré, t'as pas fait d'erreur dans le choix de ton appartement. T'as probablement pris un très bon appartement qui est très bien situé, qui est vraiment de qualité, etc. Mais le problème, c'est que tu l'as acheté trop cher. Et le prix finit toujours par revenir à la normale. Et donc, ce qui se passe, c'est que si toi, tu as acheté un appartement, imaginons 1 million d'euros, si le prix au mètre carré est divisé par 2, tu perds la moitié de ton investissement. Et c'est ce que j'ai écrit ici, c'est que même si tu achètes le meilleur bien du monde, si tu l'achètes trop cher, c'est un mauvais investissement. Et ça fait écho justement à une citation de Monish Pabrai, qui est un très bon investisseur, qui dit qu'il y a une différence entre une bonne entreprise et un bon investissement. Parce que là, en fait, dans le S&P 500, on a du Apple, on a du Microsoft, on a du Nvidia. En fait, c'est vraiment des super boîtes, c'est des superbes entreprises qui sont vraiment de qualité. Mais le problème, c'est qu'elles sont trop chères. Au point que Warren Buffett a lui-même vendu plus de 66% de ses actions Apple en 2024. Donc ça, c'est pour le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le S&P 500, il est beaucoup trop concentré en ce moment. Si tu regardes ce graphique, tu vois qu'aujourd'hui, on a 10% des entreprises qui représentent presque 40% de l'indice. Ces entreprises, c'est Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, JP Morgan et Broadcom. Mais donc toi, tu as peut-être l'impression de diversifier sur 500 entreprises, mais la réalité, c'est que tu vas être en grande partie investi sur Apple, Nvidia, Amazon, etc. Et donc, tu vas avoir une grosse partie de ton portefeuille qui va être sur quelques entreprises qui, en plus de ça, sont dans la tech. Donc finalement, tu n'es pas si diversifié que ça. Et l'autre problème d'une surconcentration, c'est encore une fois la cyclicité.
Parfois, il y a des moments où le S&P 500 va être très concentré et d'autres fois où il va être moins concentré. Mais ce qu'on remarque quand tu regardes ce graphique qui prend quand même plus de 70 ans de données, c'est que les moments où le S&P 500 se concentre, c'est les moments où il est le plus rentable. Et les moments où le S&P 500 se déconcentre, c'est-à-dire les entreprises prennent moins de place dans l'indice, c'est le moment où le S&P 500 est beaucoup moins rentable. Tu vois par exemple dans cette phase de déconcentration où il a atteint seulement 3,6% par an. Donc le risque derrière une concentration pareille qu'on a aujourd'hui, c'est qu'ils finissent par se déconcentrer et c'est probablement ce qui peut arriver puisqu'on atteint un des plus hauts historiques en termes de concentration. Et si ça arrive, le risque, en tout cas historiquement c'est ce que ça a fait, c'est que les performances soient aussi moins bonnes. Donc voilà un petit peu les deux principaux critères personnellement moi qui me parlent, qui me marquent et qui sont sourcés. Et ce que j'aimerais dire, et moi la conclusion que je tire on va dire derrière ça, c'est qu'il faut vraiment faire attention au piège de la facilité. En fait, on est quand même dans une période où tout semble facile parce qu'on a connu que des années folles. Même moi, personnellement, ça va faire 7 ans que j'investis, mais j'investis que depuis 2018. Et depuis 2018, le S&P 500 a eu des performances qui sont exceptionnelles. Mais est-ce que tu savais que si on remonte un petit peu en avant, par exemple des années 2000 à 2010, les performances du S&P 500, elles étaient négatives. Là, je te reprends le graphique, par exemple, qui nous montre que de 2000 à 2010, on avait des performances de moins 0,36% par an. Et donc là, concrètement, il faut se mettre à cette place-là. Et donc là, tu pourrais me dire, oui, mais Joe, il faut investir sur du long terme, on n'investit pas que sur 10 ans, on investit sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 pour certains. Oui, mais imagine quand même investir pendant 10 années d'affilée et voir des performances qui sont négatives sur ton portefeuille. Et le danger derrière ça, on va dire le risque, c'est que potentiellement, soit tu prennes des décisions qui sont totalement irrationnelles parce que tu vois que tes investissements sur la S&P 500 ne marchent pas, soit que tu arrêtes même carrément d'investir parce que tu te dises, attends, là ça fait 3, 4, 5 ans que j'investis, je suis en négatif, moi ça me va pas. Donc je vais mettre mon argent autre part. Et en fait, on se rend pas compte à quel point la psychologie peut venir nous affecter en investissement. Et 10 années d'affilée avec des performances négatives, c'est quand même long. Donc pour moi, la réalité, c'est qu'en bourse, il n'y a pas de magie. Si tu veux gagner, si tu veux vraiment gagner sur le long terme, il faut quand même bosser. Ma conviction personnelle, c'est que les rendements faciles, c'est terminé. Je pense qu'en fait, pendant un long moment en tout cas, on ne verra plus des rendements qui seront exceptionnels, entre guillemets, en claquant des doigts. On investit, on a 13% par an. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça va pas arriver tout de suite, ça va arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, personnellement, moi je préfère prendre des précautions. Je préfère ne pas investir en fermant les yeux dans un marché qui est en surchauffe et je préfère plutôt me dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui paraît le plus rationnel on va dire aujourd'hui et qui nous permet entre guillemets d'investir notre argent. Parce que pour moi on est clairement dans une phase aujourd'hui en 2025 où il faut être plus stratégique. Le problème c'est quoi? C'est que c'est compliqué de placer son argent parce que en bourse on a un S&P 500 qui est largement surévalué, surconcentré. L'immobilier c'est saturé, ça n'a jamais été aussi bouché, en France en tout cas. Et les cryptos, finalement, c'est de plus en plus contrôlé par les grands fonds qui manipulent les cours. Et puis, d'une manière générale, un patrimoine dans sa globalité ne se construit pas entièrement avec des cryptos. Et donc, c'est quoi la solution ? Là, l'idée, c'est de te parler de la solution, ou en tout cas, personnellement, moi, ce que je fais déjà. Juste avant de t'en parler, je vais peut-être quand même me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui regardent la chaîne. Donc moi, c'est Joe. Depuis 2022, j'ai aidé plus de 1000 personnes à se lancer en bourse et surtout à optimiser leur placement. Je dis souvent d'ailleurs que plus c'est simple, plus c'est rentable. Et si d'ailleurs tu veux investir avec efficience, que tu veux vraiment chercher à optimiser tes placements, je t'ai fait une formation gratuite où je partage toute ma stratégie d'investissement qui aujourd'hui me prend moins de 2 heures par mois. Elle est dans la description de cette vidéo, tu peux la télécharger, c'est totalement gratuit. Et justement, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à où placer son argent, c'est quoi en fait finalement la solution ? La première des choses, c'est que en fait la bourse, c'est pas le S&P 500. Aujourd'hui, tu as plus de 50 000 actions cotées dans le monde. Et ces 50 000 actions, tu peux y accéder depuis ton téléphone en un clic. Donc ce serait vraiment dommage de se limiter à un seul pays qui est extrêmement surévalué, qui est concentré, alors que tu peux faire beaucoup mieux et beaucoup plus simplement. En fait, il y a d'autres solutions. Tu peux être largement rentable sans investir dans une économie qui est en surchauffe. Et quand je te parle de ces actions, quand je te parle de ces entreprises, il y a vraiment des vraies opportunités. Des actions qui versent plus de 20% de dividendes par an, ça existe. Des entreprises qui ont encore un potentiel de croissance de 15% par an, ça existe.
Des small caps qui sont particulièrement sous-évalués, typiquement en ce moment, et qui ont un gros potentiel les années à venir, c'est pareil, ça existe. Et c'est justement parce que c'est des entreprises qui sont pas hyper connues, qui sont pas hypées, que ce sont encore des opportunités. Pour te parler un petit peu des small caps, les small caps, c'est l'inverse de ce que tu vois sur le S&P 500. Pour rappel, une small cap, c'est une petite entreprise en bourse. Donc si tu classes toutes les actions par taille, donc capitalisation, les small caps en gros c'est celles qui sont valorisées à moins de 2 milliards de dollars. Et il y a 3 raisons qui font que les small caps sont vraiment intéressantes. La première, tout simplement, c'est qu'elles sont oubliées des gros investisseurs, donc des investisseurs institutionnels. Et ça, il y a une raison très claire et très simple à ça. C'est pas qu'ils ne connaissent pas les small caps, c'est qu'ils ne peuvent pas investir dans les small caps. En fait, ce qui se passe, c'est que les gros investisseurs, ils ont vraiment un gros inconvénient par rapport à toi. C'est qu'ils ont trop d'argent. Prenons le cas par exemple d'une small cap qui vaut en gros 200 millions de dollars. Cette small cap, toi, si tu as 10 000 dollars à investir, finalement, tu vas avoir 0,005% de la société. Donc ça ne te pose pas de problème en fait. Tu peux investir autant que tu veux. Tu n'auras jamais de problème de liquidité. Par contre, l'institutionnel, ce qui se passe, c'est que lui, il n'a pas 10 000 dollars. Il a 10 milliards de dollars à investir. Et en fait, 10 milliards de dollars, c'est 50 fois la société. Et donc tout simplement, il ne peut pas acheter la société. Ou en tout cas, s'il l'achète, il va l'acheter sur une toute petite partie de son patrimoine. Et sur cette petite partie de patrimoine, il va avoir de gros problèmes de liquidité, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir revendre exactement quand il veut, acheter exactement comme il veut, etc. Et donc les institutionnels, d'une manière générale, ils s'éloignent énormément des small caps. Et ça nous laisse justement, nous, l'investisseur particulier, l'opportunité de profiter justement de ces entreprises qui ont un potentiel de croissance qui est beaucoup plus grand. Donc ça, c'est la première chose et une des raisons qui font que les small caps sont particulièrement intéressantes. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, les small caps sont clairement sous-évalués par rapport aux grosses entreprises. En fait, c'est même mieux que ça, c'est que quand tu regardes cette historique qui reprend 50 ans de données, on est à un des plus bas historiques en termes de valorisation sur les small caps. Et le deuxième plus bas, encore une fois, c'était pendant la bulle Internet. On a des entreprises qui n'attirent pas les investisseurs institutionnels, qui sont extrêmement sous-évalués en ce moment et qui ont un potentiel finalement de croissance qui est beaucoup plus grand. Parce qu'une entreprise qui passe de 200 millions à 2 milliards, parce qu'une entreprise qui vaut 200 millions, il y a beaucoup plus de chances qu'elle passe à 2 milliards et donc qu'elle fasse x10 qu'une entreprise qui vaut 3 000 milliards, passe à 30 000 milliards et fasse x10 encore une fois. Donc en fait, le potentiel de croissance est beaucoup plus grand chez les small caps que chez les très grosses entreprises, par exemple qu'on retrouve dans le S&P 500. Et justement, ça nous amène à notre troisième point, c'est que statistiquement, les small caps sont beaucoup plus rentables que les grosses entreprises. Je te prends ce graphique qui prend justement 93 ans de données et qui compare les différentes stratégies en bourse. Et quand tu vois par exemple les small cap value, donc tout simplement le fait d'acheter des small cap en faisant attention au prix, ça a donné un rendement annuel moyen de 14,52% par an pendant les 93 années, pas juste les 10 dernières années. Et si tu compares justement au large growth, donc qui est les grosses entreprises de croissance, qu'on pourrait retrouver un petit peu dans le S&P 500, on était plutôt à 9,82% par an, soit presque 5% de plus par an en moyenne. Et il y a autre chose avec les small caps aujourd'hui, c'est qu'elles permettent tout simplement de se sécuriser. Quand on a une économie en surchauffe comme le S&P 500, ça permet de plutôt diversifier un petit peu partout dans le monde, d'acheter des entreprises qui sont beaucoup moins surévaluées, voire même carrément sous-évaluées, et donc se sécuriser vis-à-vis des fluctuations, des corrections potentielles futures. Pour te donner des exemples concrets de small cap dans lesquels j'ai moi-même investi, la première c'est par exemple Kinetic Development Group. C'est une small cap chinoise qui me verse aujourd'hui plus de 20% de dividendes par an. Et pour te dire juste les performances qu'elle a eues l'année dernière, elle a eu des performances annuelles de 217% par an, donc avec les dividendes réinvestis. 17% en un an. Alors évidemment qu'elle va pas faire 217% par an, bien sûr. Mais c'est juste dire que en fait, quand on achète une entreprise qui est ultra simple, qu'on l'achète pas cher, finalement c'est pas compliqué et ça permet d'avoir des performances qui sont sur le long terme exceptionnelles. Encore une fois, je précise, ça ne va pas faire 200% par an, mais ne serait-ce que nous, si elle nous verse 22-23% de dividendes par an, ça nous va très bien. Ensuite, je vais te parler d'une entreprise française. Alors, ma conviction personnelle avant de t'en parler, c'est que en France et en Europe,
pour moi, on a beaucoup moins de potentiel en termes d'investissement que ce qu'on peut retrouver aux États-Unis, au Canada, en Chine, à Singapour ou en Australie. Et selon moi, pour vraiment protéger son patrimoine, on se doit de diversifier partout dans le monde. Mais malgré tout, j'ai souvent la question qui revient sur Instagram de me dire, ok Joe, est-ce qu'il y a des bonnes entreprises françaises sur un PEA, parce que moi j'ai vraiment envie d'investir en France, et ça se comprend totalement. Là, l'idée c'est juste de te présenter une entreprise sans te dire qu'elle va être extrêmement rentable ou quoi. Dans le cas de Katana par exemple, c'est une small cap française qui vend des catamarans, c'est aussi simple que ça. Et effectivement qui a, en fait, qui a pas mal morflé l'année dernière et donc qui était potentiellement sous-évalué. En tout cas, c'est ce qu'on a l'air de remarquer, on va dire, en ce début d'année. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais tout ça pour te dire qu'en fait, une small cap, c'est des business models très souvent qui sont beaucoup plus simples, d'accord? Vendre des catamarans, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et qui sont beaucoup plus faciles aussi à analyser. On a par exemple William Higgins, qui est le meilleur gestionnaire de fonds européen, qui est lui-même d'ailleurs investi dans Katana, et qui n'investit justement que dans des small caps qui sont françaises et européennes. La troisième small cap dans laquelle je suis moi-même investi, c'est JNBY. JNBY, c'est une marque de mode chinoise qui a obtenu plus de 90% de performance l'année dernière. Et encore une fois, moi je ne suis pas meilleur qu'un autre, hein. Je viens pas du tout de ce milieu à la base, je suis pas du tout analyste financier, enfin j'ai pas du tout fait mes études là-dessus. C'est juste que en fait, j'achète juste des entreprises qui sont très simples, qui brassent du cash et qu'on achète pas cher. Et sur le long terme, ça marche. C'est un peu plus ma philosophie. Encore une fois, je précise, je veux mettre un disclaimer quand même là-dessus, hein. C'est pas magique, hein. C'est pas parce qu'on achète des small caps que ça va faire 500% en un an. Il faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment. Mais pour moi, on arrive à une période quand même où ça va être de plus en plus compliqué et on ne peut pas se permettre de fermer les yeux, entre guillemets, sur ces investissements et d'espérer, en croisant les doigts, que ça fasse 13% par an pour les 30 prochaines années. Je pense que déjà, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais en plus de ça, c'est un risque, personnellement en tout cas, que je préfère ne pas prendre, et c'est pour ça que je préfère diversifier partout, chercher des opportunités, des vraies opportunités, et chercher des small caps à des moments justement où elles sont intéressantes. Et justement, si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur les small caps, déjà premièrement, tu peux regarder ma formation gratuite qui est dans la description de cette vidéo. Je te détaille vraiment toute ma stratégie étape par étape et comment je fais moi-même pour dénicher ces entreprises et passer mon temps uniquement sur les entreprises qui sont les plus rentables. Et si ça t'intéresse, tu peux aussi écrire small cap en commentaire et je ferai une vidéo entière sur les small caps avec grand plaisir. Ok? Je te laisse là-dessus. Ciao!